Dans n'importe quel sport, il y a deux adversaires. Et chacun peut chanter We Are the Champions. À chaque victoire d'une équipe, tout le monde se met à chanter We Are the Champions, même si ce titre a été écrit par un homme qui n'aimait pas le football. Cet hymne du groupe Queen fait vibrer les stades du monde entier. Mais quelle est véritablement son histoire? Quand on chante un morceau de Queen, on a l'impression de parler à Dieu. Et qu'est-ce qui a rendu ce titre aussi populaire? Most of all, I like the audience to actually feel that they're virtually part of the show. So, I mean, when they sing, you know, I love it. Cette chanson s'adresse à tout le monde. Elle est faite pour les gagnants. Les Jeux Olympiques de Paris constituent l'un des événements sportifs majeurs de l'année 2024. Avant même le début de la compétition, un hymne retentit déjà depuis d'innombrables haut-parleurs disséminés dans la capitale française. We are the champions. À l'issue de chaque épreuve, mais aussi lors des cérémonies de remise des prix, dans les vestiaires ou encore dans les vidéos de fans sur les réseaux sociaux, impossible de passer à côté de cette chanson. En particulier lorsqu'il est question de sport, de sueur et de victoire. La glorieuse histoire de ce titre débute à Londres, quand dans les années 1970, le groupe Queen entreprend de conquérir la scène musicale mondiale. À l'époque, Peter Hinz, le roadie du groupe, était déjà de la partie. Sa première rencontre avec Queen remonte à 1973. Un jour, on m'a dit qu'un nouveau groupe appelé Queen allait se produire en concert. Personne n'avait jamais entendu parler d'eux. Et ils sont montés sur scène en portant des pantalons de satin moulant, des talons hauts et des chemisiers de femmes. Freddie arpentait la scène comme s'il y avait une véritable foule devant lui. Je me rappelle m'être dit, mais pour qui se prend-il? Pourtant, dès le premier jour, j'ai été convaincu qu'ils allaient devenir le plus grand groupe du monde. Même si à l'époque tout le monde se disait « Mais pour qui il se prend ?» Peter Hinz part sur les routes avec le groupe. Brian May à la guitare, Roger Taylor à la batterie, John Deacon à la basse et bien sûr Freddie Mercury au chant. Lors de cette tournée, Queen assurait encore la première partie d'autres artistes. Après cette tournée, je me suis dit qu'on n'entendrait plus jamais parler d'eux. Bien sûr, j'avais complètement tort. 1 an et demi plus tard, je travaillais pour eux à temps plein. Pendant 11 ans, Peter assure le rôle de roadie en chef de Queen, tout en étant responsable du matériel de Freddie Mercury et de John Deacon. Il veille aussi au bon déroulement des tournées, en affrétant des avions gros porteurs, et fait le nécessaire pour que les fêtes d'après-concert soient les plus endiablées possibles, n'hésitant pas à soudoyer à l'occasion quelques douaniers. Aujourd'hui, Peter Hinz travaille en tant que photographe. Une passion qu'il s'est découvert à l'époque où il travaillait avec Queen, quand il prenait des photos du groupe en coulisses. J'ai pris de nombreux clichés du groupe, et en particulier de Freddie. D'ailleurs, je ne pense pas que d'autres personnes auraient pu le photographier de cette manière. Quand des paparazzis braquent leurs énormes objectifs sur vous, on se sent très vite agressé. Lorsque ça se produisait, Freddie se crispait. Il cachait ses dents. Il restait toujours un peu sur ses gardes pour se protéger. Mais quand c'était moi, il se disait simplement « Ah, c'est encore Ratty avec son appareil ». Jim Jenkins rencontre les membres de Queen pour la première fois au début des années 1970. Je suis devenu fan dès que je les ai vus en concert.
Je n'avais jamais assisté à un truc pareil. Dans les années 1970, les gens montaient sur scène en jean et en t-shirt. Mais pas Queen. Et puis, on a vu arriver ce chanteur étrange aux cheveux longs et portant du vernis à ongles. En 1973, personne n'avait jamais rien vu de tel à Liverpool. Très vite, Jim Jenkins compte parmi les fans les plus inconditionnels du groupe. En l'espace d'une poignée d'albums, les 4 Britanniques accèdent à la notoriété. Dans le monde entier, Queen est désormais célébré pour ses compositions exceptionnelles, ses harmonies complexes et les performances uniques de Freddie Mercury. 4 ans après avoir découvert Queen, Jim Jenkins assiste alors à un concert très particulier qui marque la genèse du morceau We Are the Champions. En 1977, le groupe s'est produit à Stafford, dans les Midlands. Et pour le rappel, le public s'est mis à scander « You'll Never Walk Alone », qui est l'hymne du Football Club de Liverpool. Déjà à l'époque, ce chant est un grand classique dans le milieu du football et particulièrement à Liverpool. Lorsque le public l'entonne à l'issue de leur concert, les membres de Queen sont impressionnés. La foule tapait des pieds, applaudissait, hurlait et chantait à tue-tête. Et ça a vraiment bouleversé Freddie et Brian, à tel point que tous deux se sont mis à composer des chansons à l'issue de ce concert. Quelque chose est né à ce moment-là, et on en a fait partie. Des fans galvanisés qui chantent à la place du groupe pour le remercier, voilà comment est née l'étincelle qui a engendré We Are the Champions. À l'époque, personne ne chantait pendant les concerts de rock. Mais lors de cette soirée en particulier, la foule ne s'est pas arrêtée. Quand on est sorti de scène, ils ont même continué à chanter You'll Never Walk Alone, rien que pour nous. Alors une fois rentrés à la maison, on s'est demandé ce qu'on devait faire après cet événement, et surtout ce que ça signifiait pour nous. De toute évidence, notre public faisait maintenant partie du spectacle. Alors autant l'y intégrer. Freddie n'en faisait toujours qu'à sa tête. Un jour, il est allé voir les autres pour leur annoncer qu'il était en train de travailler sur une chanson qui parlait de football. On s'est tous dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'avait sans doute jamais assisté à un seul match de foot de sa vie. Et puis, il continue en disant que le morceau allait ressembler à une sorte d'hymne que les supporters chantent dans les stades. Il n'avait aucune idée de l'ampleur que tout cela allait prendre. Ce morceau doit son origine au monde du sport, et il a fini par y retourner. J'ai tout de suite su que les clubs de foot allaient adorer cette chanson. Depuis, à chaque victoire d'une équipe, tout le monde se met à entonner We Are the Champions, même si ce titre a été écrit par un homme qui n'aimait pas le football. What do you think for sounds? I mean, I think we should just... Yeah, it sounds alright to me. He's only done drum sounds at the moment. It sounds right. Oh, well, that's right. Sounds alright. Basically, it is a participation thing. I've been very cold-blooded, and I'm just thinking in terms of how we're going to sort of adapt it on stage, and then how people are going to... It's a public stroke group thing, really. Avec ce titre, Freddie Mercury signe un hymne proche de la perfection. À la même période, Brian May compose lui aussi une chanson d'un nouveau genre, invitant à la participation des fans. Un soir, en allant me coucher, je me suis demandé comment impliquer davantage notre public pendant les concerts. En général, les gens sont assez à l'étroit et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est taper du pied, applaudir et chanter. C'est comme ça qu'est né We Will Rock You et que Freddie a imaginé We Are the Champions. A big disgrace, waving your banner all over the place.
We Will Rock You a vu le jour de manière assez spontanée. Mais pour We Are the Champions, le groupe avait beaucoup répété. We Will Rock You a été enregistré au studio Wessex, situé dans une ancienne chapelle qui disposait alors d'une salle très vaste. Bizarrement, il y avait des planches qui traînaient dans la pièce. Je me suis demandé quel son ça pouvait donner si je tapais du pied dessus. On a enregistré ce son en multipiste pour donner l'impression qu'une foule immense était en train de taper des pieds et des mains tous en même temps. Le groupe et l'équipe présente ce jour-là en studio se sont mis à taper du pied sur ces planches en bois et à frapper dans leurs mains. Voilà comment est né ce son que tout le monde connaît aujourd'hui. Grâce à ce procédé, We Will Rock You s'est également hissé au rang d'hymne. Cette chanson a vraiment l'étoffe d'un cri de guerre moderne. C'est un morceau à la fois puissant et assourdissant. Mais il y a une différence de taille entre un cri de guerre et un hymne sportif. Quand on part au combat, on tente de se donner du courage et on se motive avant la bataille. Alors que dans un stade, il s'agit avant tout d'encourager les autres et de chanter pour transmettre notre énergie et notre force aux sportifs. L'histoire de We Are the Champions est indissociable de celle de We Will Rock You. Les deux chansons sont deux variations d'un même concept visant à fédérer le public. Pourtant, selon le musicologue Nate Sloan, elles ne pourraient être plus différentes l'une de l'autre. We Will Rock You, c'est un mélange de rage et de fureur bouillonnante. Tandis qu'avec We Are the Champions, c'est comme si on prenait de la hauteur sur la situation. Le sale boulot est fait, maintenant on peut célébrer notre victoire avec cette mélodie magnifique et exaltante. Et à mon avis, c'est ce qui fait de ce titre un contrepoint très puissant à We Will Rock You. Les deux chansons sortent simultanément en 1977 et ouvrent le 6e album de Queen, News of the World. La pochette, réalisée par l'illustrateur de science-fiction Frank Kelly Freas, rompt avec l'esthétique du groupe et invite à explorer un univers plus futuriste. Sur le plan musical, News of the World marque une rupture de style avec les précédentes créations du groupe, reconnues comme plus élaborées. En général, Queen prenait son temps pour terminer ses albums. Il y avait beaucoup de voix à enregistrer en overdub. Mais pour News of the World, ils ont voulu faire les choses un peu plus simplement. Les 4 membres de Queen ont tous participé à l'écriture des chansons. Et avec l'aide de leur ingénieur du son Mike Stone, ils produisent une grande partie de l'album. You want guitar bit in there, squeeze it. Work out your guitars, then you can mix. Ils n'ont pas cessé d'évoluer. Et News of the World a été bouclé assez rapidement pour un album de Queen. Dès le départ, l'idée consistait à miser sur la simplicité et à revenir quelque peu aux fondamentaux. Le but n'était pas de faire un album purement rock'n'roll, ni d'avoir une production ultra sophistiquée. Le temps des chansons baroques à la Bohemian Rhapsody est révolu. I think Queen fans will be surprised because it's far more kind of raw than any other album and also shorter tracks. I'm glad you said raw, because that was exactly really what we wanted. Le punk venait d'émerger. Et Roger, en particulier, suivait de près les nouvelles tendances musicales. Les Sex Pistols sont le nouveau groupe du moment. Avec leur tube God Save the Queen et leurs multiples provocations publiques,
la bande à Sid Vicious et Johnny Rotten enchaîne les scandales, et pas seulement sur le plan musical. À la fin des années 1970, l'heure est au punk. Et avec leurs arrangements complexes et raffinés, Queen en est la parfaite antithèse. Quand on a commencé à travailler sur News of the World, je savais qu'il nous serait impossible de nous réinventer en groupe de punk. Par contre, on avait envie de plus de simplicité. Les grands morceaux pompeux n'étaient plus vraiment au goût du jour. C'est pourquoi nous avons fait un album plus percutant. Au Royaume-Uni, News of the World sort exactement le même jour que Nevermind the Bollocks des Sex Pistols. Et les deux albums ont été enregistrés au même endroit. On a rencontré les Sex Pistols au studio Wessex. Et j'ai trouvé ça fascinant. Cette rencontre avec Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols, s'avérera mémorable. Sid est venu nous voir et je peux vous assurer que c'était vraiment un crétin. Il est entré en studio, visiblement sous l'influence de l'alcool ou d'une autre substance, et il fait à Freddie: « Alors, vous avez réussi à faire découvrir le ballet au peuple ?» Freddie s'est retourné, l'a regardé, s'est approché de lui et lui a dit: « C'est toi, Stanley Furieux ou un truc du genre ?» Il l'a ensuite pris par le col et l'a foutu à la porte. Fin de l'histoire. Queen reste indifférent à ces provocations, tout comme à celles de la presse, qui reproche à Freddie Mercury d'avoir pris la grosse tête. Certaines personnes l'ont trouvé arrogant et pensaient que les membres de Queen se prenaient eux-mêmes pour des champions. Mais Freddie l'a toujours dit, cette chanson ne parle pas de Queen, mais du public, de tout le monde. On peut tous être des champions. Only Queen could come up with the title "We Are the Champions." I mean, where's the modesty gone? Well, there isn't any. No modesty whatsoever. After the haggling offer we get from the English music press, well, who cares? I mean, we've got nothing to lose now. C'est qu'une chanson, non? On les emmerde. La phrase « We are the champions » résonne comme un mantra. On peut même s'en servir comme moyen de méditation pour s'affirmer à soi-même qu'on a fait de son mieux. C'est quelque chose qui nous rend immédiatement plus grands, plus forts et plus puissants. Freddie Mercury avait beau être cette idole hors du commun, il a aussi chanté pour les opprimés et les marginaux. En tant qu'homosexuel, il savait ce que c'était que de se sentir humilié ou rejeté. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle ce morceau a été autant apprécié. Pareil pour We Will Rock You. Quand il chante « Tu as de la boue plein la figure, honte à toi », il ne dit pas seulement qu'on est les plus forts, mais plutôt qu'on a souffert et qu'on a dû surmonter plein de situations difficiles. Et c'est ça qui nous rend plus forts. Voilà pourquoi ces deux chansons sont devenues des hymnes intemporels. That was a lovely feel. That's exactly how it should be. Avec ces deux tubes, Queen fait carton plein. Près de 50 ans plus tard, cet engouement reste palpable, comme ici, dans ce studio d'enregistrement à Berlin. Ça marche aussi de droite à gauche. L'Autrichien Martin Grubinger est batteur, multi-percussionniste et se produit en concert dans le monde entier. La chanson We Will Rock You a pour lui une valeur particulière.
Ce morceau est génial parce qu'il est clair, limpide et simple. Mais cette simplicité n'a rien de superficiel, car elle ouvre tous les possibles. Et qu'a fait Freddie Mercury, par exemple? Il s'en est servi pour faire du rap, chanter a cappella ou y ajouter un chœur. On a ce boom boom tchak, et tout ce qui se passe à l'intérieur de cette rythmique laisse la place à de la créativité à l'état pur. Martin Grubinger a voulu former un groupe de reprises de Queen composé de musiciens professionnels, mais aussi de sportifs de haut niveau. Certains ont séché l'entraînement, d'autres sont arrivés en studio avec leurs instruments pour reprendre à l'unisson We Are the Champions. Les sportifs ont pu répéter grâce à My Groove, une application développée par Martin Grubinger qui permet de pratiquer son instrument avec des professionnels et de jouer les morceaux avec eux. Les athlètes et les sportifs de haut niveau sont tous des champions pour moi. Ce sont des virtuoses dans leur domaine. Et bon nombre d'entre eux sont aussi des musiciens amateurs qui jouent d'un instrument pour se détendre et parfois pour se perfectionner. J'ai eu l'idée d'inviter à la dernière minute quelques sportifs connus et très doués pour les mélanger à des musiciens professionnels et qu'on joue tous ensemble We Are the Champions. Allez, on commence, c'est parti. Les sportifs vont jouer ce morceau pour la première fois en public. Quand je suis devenu champion du monde, je me suis retrouvé sur le podium et ils ont passé cette chanson. Ça reste un très grand souvenir pour moi. Et la veille, c'était ma sœur qui était devenue championne du monde. On a tous les deux fini sur le podium en chantant We Are the Champions. Voilà à quoi ce morceau me fait penser. Cette chanson est associée à la victoire. Et quand j'ai terminé 3e au championnat du monde de ski alpin de Saint-Moritz, elle passait en boucle. Qu'est-ce qui est fascinant pour un supporter quand il se trouve dans un stade de football? Eh bien, c'est ce sentiment d'être ensemble et de vivre quelque chose en commun. Et c'est pareil pour un groupe de musique. On vit et on partage un moment tous ensemble sur le même rythme. Cette chanson s'adresse à tout le monde. Elle est faite pour les gagnants. Et j'aime la manière dont on partage ce qu'on ressent après une victoire. Ce morceau incarne ce sentiment. Et on peut le chanter tous ensemble. Mais qu'est-ce qui rend une chanson aussi populaire? Selon une étude britannique, We Are the Champions s'est hissé à la première place des morceaux que les gens aiment le plus reprendre. Daniel Müllensiefen est spécialiste en psychologie de la musique. Il s'est penché sur ce phénomène avec sa collègue Alison Powley. Plusieurs caractéristiques ont contribué à faire de We Are the Champions un succès populaire que le public adore encore entonner, même 50 ans plus tard. Tout d'abord, cela est dû à la performance vocale de Freddie Mercury. Et puis, il s'agit aussi d'une mélodie relativement simple, avec un refrain qui se répète souvent. Et les répétitions aident les gens à se souvenir de la mélodie. Enfin, le titre comporte aussi des notes longues, sur lesquelles on peut s'attarder afin de transmettre des émotions. Tout le monde connaît cette chanson, qui évoque spontanément diverses idées. Émancipation, énergie, positivité et inclusion. C'est exaltant. Je dirais que ça éveille notre conscience. Le sentiment d'avoir réussi quelque chose en équipe. La volonté de gagner et l'euphorie. C'est typiquement une chanson sportive. Un pur moment de bonheur. Dans un club de foot, par exemple, quand un joueur marque un but,
Selon moi, We Are the Champions a tout d'un hymne sportif. Mais il existe d'autres chansons qui pourraient également être considérées ainsi. Je pense par exemple à Seven Nation Army des White Stripes, qui est même devenu l'un des morceaux les plus populaires dans le monde du sport. En résumé, les grands événements peuvent avoir plusieurs bandes-son différentes. Partout dans le monde, de nouveaux chants de supporters se créent. Et grâce aux réseaux sociaux, les fans de sport peuvent désormais soutenir leur équipe en se filmant en train de chanter leurs morceaux préférés. Certaines de ces chansons deviennent de grands classiques des stades de foot. Barcelona, autre fait de gloire de Freddie Mercury, est également entré dans l'histoire du sport. Ce titre, que le chanteur de Queen a interprété en duo avec la cantatrice Montserrat Caballé, a été choisi pour devenir l'hymne des Jeux Olympiques de 1992. Une étude récente a même permis de mesurer scientifiquement les émotions ressenties à l'écoute de cette chanson. Pour nos recherches, nous avons fait écouter de nombreuses chansons à un large panel de participants. Et nous nous sommes rendus compte que certaines personnes avaient les mains moites, en raison des émotions suscitées par la musique. Nous leur avons alors placé des capteurs sur les doigts et avons constaté que le morceau Barcelona de Montserrat Caballé et Freddie Mercury était celui qui avait le plus grand potentiel pour donner la chair de poule. Depuis l'édition de 1984 à Los Angeles, les Jeux Olympiques sont désormais associés à des chansons issues de la musique populaire. Et si un tube a éclipsé tous les autres, c'est sans nul doute One Moment in Time, l'hymne de Whitney Houston pour les Jeux de Séoul en 1988. Un an plus tard, la chanteuse américaine interprète ce titre sur la scène des Grammy Awards et sa performance est aujourd'hui encore considérée comme l'une des meilleures de tous les temps. Le titre a été composé par Albert Hammond et son complice de l'époque, John Bettis. Un jour, John me fait « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» et il me lit ces 4 lignes. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. J'ai trouvé ça génial. Je me suis levé de table pour m'installer au piano et j'ai commencé à fredonner une mélodie qui collait parfaitement à ce texte. Quand je l'ai fait écouter à John, il m'a dit « C'est vraiment toi qui viens de composer ça ?» Albert Hammond a écrit des tubes pour les plus grands noms de la pop, de Whitney Houston à Tina Turner, en passant par Diana Ross ou encore Johnny Cash. Mais lors de ses concerts, il n'hésite pas à reprendre son célèbre hymne olympique. 2024, l'année des JO de Paris, coïncide également avec la parution de Body of Work, son premier album original depuis presque 20 ans. À chaque fois, les spectateurs reprennent le refrain tous en chœur. Je chante « Give me » et la foule continue en chantant « One moment ». Ça procure vraiment un sentiment incroyable. Alors, je n'imagine même pas ce que Queen a dû ressentir lorsqu'un stade entier se mettait à chanter « We are the champions » ou « We will rock you ». Les membres de Queen ont composé leurs titres pour leur public et en imaginant l'ambiance qu'ils provoqueraient. Grâce à des musiciens virtuoses et à un leader hors norme, le groupe est devenu célèbre pour ses spectacles magistraux. When we were starting off, it was fashionable to just go on stage in your jeans and be dirty and play and put your head down and never look at the audience, you know, and if the audience has a good time, then fine, you know. And we were a reaction to that. I love that
most of all. I like singing my songs, or our songs, but most of all, I like the audience to actually feel that they're virtually part of the show. So, I mean, when they sing, you know, I love it. Freddie Mercury peut également compter sur son talent vocal pour diriger d'immenses foules comme s'il s'agissait d'une chorale. Freddie impliquait le public à nos concerts, et c'est ça qui les rendait si particuliers. C'est aussi cette dynamique qui nous distinguait des autres groupes de l'époque. Quand Queen jouait ses morceaux en live, comme par exemple devant 80 000 personnes au stade de Wembley dans les années 1980, tout le monde chantait en chœur avec Freddie Mercury. Et pas seulement sur We Will Rock You, mais aussi sur des titres aux mélodies plus exigeantes, aux notes aiguës, puis très graves. Et je pense que c'est sa manière de chanter qui donnait envie au public de participer. Queen se produit alors dans les plus grands stades du monde. Et en 1986, à Budapest, c'est même le premier groupe de l'Ouest à remplir un stade de l'autre côté du rideau de fer. Mais leur concert le plus spectaculaire reste sans nul doute celui de Rio de Janeiro en 1985. Réunissant une foule de 250 000 personnes et suivi à la télévision par près de 200 millions de téléspectateurs. Il y a eu des moments où ce qui se passait sur scène était si fort qu'on avait tous l'impression de faire nous aussi partie du groupe. Grâce à leur énergie, on se sentait proche d'eux. Et quand on regardait autour de nous, il y avait 20 000 ou 50 000 personnes. En tout cas, leur énergie était vraiment hors du commun. Jackie Smith a longtemps été une proche collaboratrice du groupe. Elle a pourtant dû attendre 2 longues années avant de voir Queen pour la première fois en concert. J'ai commencé à travailler pour eux en 1982, juste après les dates anglaises de leur tournée. Je n'ai donc pu les voir pour la première fois en live qu'en 1984. Par contre, je les connaissais déjà tous du bureau. Je leur servais du thé, leur préparais des sandwichs, et j'allais même de temps à autre au pub avec eux. Mais les voir sur scène, ça a été un sentiment indescriptible. Après le concert, je suis allée les voir en coulisses, et j'étais assez nerveuse. J'ai même pensé, ces gars pour qui tu fais du thé sont de véritables stars du rock. Et puis Freddie est sorti de sa loge et m'a dit « Entre, ma chérie !» C'est derrière cette porte que Jackie a passé son entretien d'embauche pour travailler avec Queen en 1982. Nous sommes au 46 Pembridge Road. C'est ici qu'étaient situés les locaux de l'équipe de Queen. Et mon bureau se trouvait au sous-sol, juste derrière ces grilles. This is our favorite Queen scrapbook here. Jackie devient alors la directrice du fan club officiel du groupe. Depuis plus de 4 décennies, c'est elle qui gère l'importante communauté des fans de Queen, disséminée aux 4 coins du monde. Cette pièce là-haut était ce qu'on appelait la salle du groupe. C'est là que les membres de Queen se réunissaient pour leurs réunions. Sur le mur, il y avait une liste pour savoir qui prenait du thé ou du café et si on devait y ajouter du sucre ou du lait. Ensuite, on préparait les boissons et on devait les leur apporter d'en bas jusqu'en haut. C'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de marches. Mais le bureau du haut était génial parce qu'en général, le champagne y coulait à flot. Dès que Freddie arrivait, il réclamait du champagne. Chaque année, Jackie organise une énorme convention pour les fans de Queen. La première de ce type a eu lieu dans les années 1980. Et aujourd'hui encore, l'engouement pour le groupe ne faiblit pas. Queen détient même le record mondial du fan club le plus ancien de l'histoire du rock.
De nombreux fans de Queen m'avaient dit que ça ne marcherait pas. Quand je leur demandais pourquoi, ils me répondaient « Mais qu'est-ce que vous allez faire 3 jours durant ?» Eh bien, du vendredi au lundi, on ne fait que penser à Queen. On pense à Queen aux toilettes, dans les chambres d'hôtel, sur la piste de danse et au bar. En dehors des périodes de convention, les fans les plus inconditionnels de Queen n'hésitaient pas à voyager pour être au plus près de leurs idoles. Et Jim Jenkins ne faisait pas exception à la règle. Willing to travel, willing to go to the bank manager to get loans, overdrafts, you name it. That's how you become a member of the royal family. J'ai toujours prétendu le contraire. Mais avec le recul, je dois avouer que c'était devenu une véritable obsession. En 1979, les gens ne se déplaçaient pas vraiment pour aller à des concerts. Et surtout pas en France ou en Allemagne, accompagnés d'un groupe d'une 60aine de fans. Pour voyager, on avait besoin d'argent. Et on économisait en permanence. Et on dépensait tout pour les tournées de Queen. Conscient de l'enthousiasme de son public, Queen sait aussi les mettre à contribution. Avec l'aide de Jackie, le groupe a ainsi recruté des centaines de fans pour le tournage du clip Radio Gaga. On leur a tous écrit pour leur demander de participer à ce clip. À l'époque, il n'y avait pas encore d'Internet ni de téléphone portable. On leur a donc envoyé de vraies lettres timbrées. Et on a réussi à réunir environ 400 personnes. Le groupe a été génial avec les fans. Après le tournage, tout le monde s'est mis à bavarder. Beaucoup ont aussi fait signer leurs costumes et l'ont aujourd'hui encore. Le clip de Radio Gaga n'est pas le premier pour lequel le groupe a rassemblé ses fans. C'est dans ce théâtre londonien, en 1977, que Queen avait fait appel à plusieurs centaines d'admirateurs, transformés le temps d'une journée en figurants, pour le tournage du clip de We Are the Champions. C'était leur premier tournage avec des fans. Des centaines de personnes avaient fait la queue pour y participer. We're going to be finishing off filming for We Are the Champions, which, of course, you know, is the new single from the band, yeah? Ils ont souvent fait appel à des fans pour ne pas avoir à les payer. Je suis allé à Londres pour le tournage du clip de We Are the Champions. À la fin de la journée, tous les fans ont reçu le single en cadeau. Et je dis toujours que c'est la raison pour laquelle la chanson n'est arrivée qu'à la 2e place des charts. Je me suis senti coupable de ne pas avoir acheté ce single. Mais en même temps, on l'avait tous reçu gratuitement. Malgré sa position dans les charts britanniques, le titre est un succès planétaire. En 1977 et 1978, Queen entame une gigantesque tournée à travers l'Europe et l'Amérique du Nord pour promouvoir l'album News of the World. Maîtrisant la dramaturgie de ses concerts, Queen est pourtant face à un dilemme. Comment intégrer ces 2 nouveaux morceaux exceptionnels, We Will Rock You et We Are the Champions, à leur programme? A lot of people come to see a show for the familiar things. And always at the end of any artist's show, generally, when he starts doing the old stuff, people respond in a completely different way. So you have to, as you say, you have to strike the balance between doing the things which people want to hear and doing the things which you think you ought to be introducing them to. I think it worked great as an author, you know. I think we should do it, but you know, the whole thing of We Will Rock You is stating that yeah. There's no point saying we will rock you after we've rocked them all night long. At the end of the show. Yeah. On a toujours aimé ouvrir nos concerts de manière dramatique, parce que c'est soit au début, soit à la fin d'un show qu'on peut proposer quelque chose de spécial. Dans ma tête, quand j'ai écrit We Will Rock You, j'ai pensé à une chanson d'ouverture. Pendant la tournée News of the World, Queen jouait We Will Rock You au début et à la fin du spectacle. Et We Are the Champions juste avant de présenter les membres du groupe. Et c'était génial comme ça.
Par la suite, ils ont fait une seconde version plus rock et plus rapide de We Will Rock You pour débuter leur concert. Désireux de maintenir le niveau d'énergie du public après le solo de guitare effréné qui conclut We Will Rock You, Queen décide d'intégrer à la tournée News of the World une version 100% rock'n'roll du morceau. Et quel message pour le public. We will rock you. On est là pour vous secouer. We Are the Champions, en revanche, appelle littéralement à conclure un concert sur une note triomphale. Dans toute l'histoire de la musique, il existe peu d'œuvres après lesquelles on ne peut plus rien jouer. C'est le cas de la 9e symphonie de Beethoven et de son finale. Après ça, il n'y a rien à ajouter, si ce n'est une standing ovation ou un tonnerre d'applaudissements, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Et c'est un peu la même chose avec We Are the Champions. L'héritage musical de Queen a aujourd'hui dépassé les frontières du rock et de la pop et a intégré le monde de la musique classique. À Salzbourg, la ville natale de Mozart, c'est l'effervescence avant un concert de rock symphonique donné en l'honneur du groupe anglais. Elisabeth Fuchs est la chef d'orchestre du Symphonic Tribute to Queen. Pour moi, Freddie Mercury est le Mozart de la culture pop. Il avait ce côté visionnaire, impertinent et parfois amusant. Comme Beethoven aussi, avec lequel il partageait un tempérament révolutionnaire. Freddie Mercury osait la nouveauté. Il ne se contentait pas de toujours composer les mêmes morceaux, mais tentait d'y intégrer des éléments de la musique classique ou de l'opéra. Avec un orchestre philharmonique et une impressionnante chorale, Elisabeth Fuchs transpose l'univers de Queen dans le monde de la musique classique. Plusieurs musiciens m'ont appelé parce qu'ils voulaient absolument faire partie de ce projet. Monica Ballwijn est la chanteuse soliste. Chanter une chanson de Queen représente un sacré défi. Et il ne faut surtout pas tenter d'imiter Freddie Mercury, parce que face à lui, on a tous perdu d'avance. Ces morceaux font partie de l'histoire de la musique, tout comme Mozart et Beethoven pour la musique classique. Selon moi, Queen a toute sa place dans ce répertoire. Dans son œuvre, Queen n'a cessé de faire des incursions dans le monde de l'opéra. We Are the Champions n'y fait pas exception. Sur We Are the Champions, on se rend vraiment compte de la tessiture vocale de Freddie Mercury. C'est même assez époustouflant. Il passe de notes très graves à des notes très aiguës, comme seuls les chanteurs d'opéra expérimentés peuvent le faire. À la fin de la chanson, il fait ce qui est à mon avis un clin d'œil musical à l'opéra. Il y a une cadence, et l'accompagnement s'arrête juste avant qu'il ne chante les derniers mots du morceau. Et durant cette pause, on entend uniquement sa voix avant que l'accompagnement ne reprenne de plus belle. C'est une technique fréquente dans les airs d'opéra. Et Freddie Mercury l'a introduite dans l'univers du rock'n'roll.
Si We Are the Champions s'est hissé au rang d'hymne sportif, c'est parce que le morceau procure un sentiment de victoire durement acquise. Et cela se ressent dans la musique elle-même qui commence en Do mineur. Mais ensuite, quand on arrive au refrain, la chanson évolue et les harmonies passent en Fa majeur. Sans forcément que l'on s'en rende compte, on entend alors comment Freddie Mercury et Queen ont travaillé pour obtenir cette victoire. Et elle n'allait pas forcément de soi. Parce que quand vient le refrain et qu'il chante pour la première fois ce titre, We Are the Champions, on a vraiment l'impression qu'il a mérité de gagner. Il s'est frayé un chemin à travers un couplet en mineur jusqu'à ce point culminant en majeur. Et la récompense est d'autant plus exquise. Considéré comme l'un des plus grands artistes de la planète, Freddie Mercury meurt en novembre 1991. Cinq mois après sa mort, les membres de Queen convient leurs fans ainsi qu'un parterre de stars à un concert hommage mémorable. Depuis, le bassiste John Deacon a fait ses adieux au monde de la musique. Mais Brian May et Roger Taylor continuent de se produire sous le nom de Queen. Ils invitent régulièrement des voix exceptionnelles à les rejoindre sur scène. La chanteuse Anastasia a interprété à leur côté We Are the Champions lors d'un concert caritatif visant à lever des fonds pour la recherche contre le sida. C'était vraiment génial. Parce que ce groupe et leurs chansons sont légendaires. Sur scène, j'ai eu l'impression d'être portée par le public. Je n'ai même pas demandé aux gens de chanter. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. Quand on chante un morceau de Queen, on a l'impression de parler à Dieu. Et la foule vous répond. Ce n'est pas du tout la même chose que quand j'interprète mes propres chansons. Pour Anastasia, l'expérience Queen se limita à une seule représentation. Depuis 2011, c'est Adam Lambert qui se produit avec le groupe. Brian May et Roger Taylor rencontrent pour la première fois le jeune chanteur en 2009, lors de la finale d'American Idol. Sur ces images, on voit bien la manière dont Brian May regarde Adam Lambert. Quand on appuie sur pause, on pourrait presque visualiser le mécanisme de pensée de Brian et imaginer ses questions. Alors, gamin, tu fais quoi après American Idol? Je pense qu'il a tout de suite su que ça allait coller entre eux. Adam Lambert n'est pourtant pas un simple imitateur de Freddie Mercury. Les gens disent souvent qu'il n'est pas Freddie Mercury, sans blague, mais il le sait parfaitement. Ce qui fait de lui un grand chanteur avec Queen, c'est qu'il a des points communs avec Freddie, mais qu'il n'essaye pas d'être Freddie. Malgré son talent vocal, Adam Lambert ne sonne pas comme Freddie Mercury. En revanche, il peut chanter ses chansons de manière passionnée et les fans adorent. Quinze ans après leur rencontre, Queen et Adam Lambert continuent de parcourir le monde en donnant des concerts à guichets fermés. Et les fans en sont reconnaissants, car le lien de Freddie Mercury avec le public est inscrit dans l'essence même de ses chansons. Freddie savait captiver son auditoire. Et c'est aussi le cas de Brian.
Ils ont tous les deux réussi à créer une musique qui invite le public à participer. Ça a été un sacré défi. Et ils y sont parvenus sans que les spectateurs aient l'impression qu'il y avait un mur entre eux et le groupe. Il suffisait que Freddie chante « Eh oh, eh oh !» et tout le monde s'amusait. Dès leur création, les chansons de Queen étaient taillées pour le show et les événements sportifs d'envergure. Il était donc évident de faire appel à Brian May et Roger Taylor pour clore les Jeux Olympiques de Londres en 2012. En 2012, c'est Jessie J qui a chanté We Will Rock You avec Brian et Roger. Et 12 ans plus tard, ce morceau fera à nouveau partie de l'histoire des JO, mais cette fois-ci à Paris, avec une autre icône. Sur son dernier album, c'est la reine de la country Dolly Parton qui reprend ses titres emblématiques. Jamais nous n'avions imaginé que ces deux morceaux deviendraient des hymnes sportifs aussi universels. Dans le foot et dans n'importe quel sport, il y a deux adversaires, et chacune des deux équipes peut chanter We Are the Champions. Mais dans un concert de rock, il n'y a qu'une seule équipe.